Yo yo yo, c'est Ibellion, vous êtes dans l'épisode 85 d'Ose écrire. Et aujourd'hui, j'accueille Diane, qui a écrit Alors j'ai oublié d'hésiter. Si vous me connaissez, vous savez à quel point ce titre me parle et vous allez découvrir dans cet épisode le parcours de Diane de toute l'écriture. C'est absolument passionnant, je vous laisse avec ça et je vous souhaite une très très bonne écoute. Moi, c'est Sam, Ibellion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach, et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Eh ben écoute Diane, franchement, je suis trop content. Je vais découvrir ton univers. J'ai vu que tu avais une belle approche aussi de comment tu as construit, je dirais, au-delà du livre, puisque évidemment tu l'as écrit, mais ta volonté était aussi de bien partager tout autour. Et donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et moi, j'ai adoré le titre. Alors j'ai oublié d'hésiter. Je trouve que c'est c'est hyper parlant. Et je pense qu'en fait, c'est par là que j'aimerais commencer. J'aimerais savoir ce que ce titre il représente pour toi. Parce que moi, quand je le vois, il me parle beaucoup. Et moi qui ai un profil très tête, tu vois, ancien ingénieur, voilà, on mesure les risques, machin et tout. Et ben, je crois que le jour où j'ai oublié d'hésiter, c'était vraiment les moments les plus clés quelque part de ma vie. Ah, c'est marrant que tu aies démarré par le titre. C'est un sujet sur lequel j'ai longtemps hésité. Je savais qu'il y avait quelque chose que j'adorais. C'était quand le titre est un extrait directement du roman, quand c'est une phrase Hmm. qui est directement dans le livre. Parce que j'adore ce moment quand t'es lecteur ou t'es plongé dans le roman et là tu tombes sur la phrase, le mot-clé qui a été utilisé dans le titre. Je trouve qu'il y a toujours un côté, ça y est, j'ai compris les rouages de cet ouvrage. Et du coup, je m'étais dit que je voulais faire ça, et donc j'ai passé pas mal de temps à relire et scruter dans le livre les phrases qui pourraient être potentiellement intéressantes. Et en fait, je me suis arrêtée sur celle-là qui, pour moi, me semblait évidente, qui pourtant est plutôt à la fin du bouquin. Mais je trouve qu'elle représente pas mal de choses. Elle représente le fait d'avoir du culot, le fait d'avancer, le fait de se lancer, de pas avoir froid aux yeux. Et à la fois, elle veut rien dire. Donc j'ai quand même beaucoup hésité pour ça, parce que soit on hésite, soit on n'hésite pas. Euh, mais je trouvais qu'il y avait un côté quand même un peu intriguant et qui donnait envie de creuser, savoir ce qu'il y avait derrière. Donc finalement, c'est assez rapidement resté ce titre-là. Mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est pas faux, ça veut. C'est pas une phrase que tu te dirais tous les jours. Non, Et c'est pour ça que je trouve qu'elle tape, elle tape au bon endroit, quoi. ouais. Et, et ouais, du coup, curieux de voir à quel moment et quand est-ce que ça arrive. Et tu l'as dit, il y a le côté avoir du culot. Euh, Quand tu t'es dit que tu allais écrire un livre, euh, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu du culot à ce moment-là? Oui, c'est marrant, sur le moment, je me disais pas que j'avais du culot. Maintenant, quand j'y repense, je me dis que waouh, si clairement j'en ai eu presque trop. En gros, j'ai toujours su que je voulais écrire. J'ai toujours écrit un peu quand j'étais petite, en grandissant, mais j'ai jamais vraiment écrit d'histoire à proprement parler, inventé de personnages. Comme tout le monde, j'ai eu un journal intime, j'ai écrit des notes par-ci par-là. J'ai toujours rêvé d'écrire un livre, mais honnêtement, ça me paraissait vraiment inaccessible. Je me disais que c'était pour d'autres, pour des gens qui écrivaient mieux, pour des personnes dans notre milieu. Enfin, vraiment, je me disais que c'était pas pour moi. Et du coup, pendant longtemps, c'est resté dans ma tête, mais sans être vraiment concret. Et en fait, il y a 3 ans, je me suis dit, mais en fait, c'est débile. Enfin, je me tire une balle dans le pied toute seule. Ça se trouve, je peux écrire un livre. Ça se trouve, ça peut même être une belle expérience. Et donc, du coup, bah, la meilleure solution pour le savoir, c'est juste de me lancer et de voir ce que ça donne. Euh, et pour ça, j'aime bien parler autour de moi, le dire. Et donc, j'ai commencé à le dire à mon entourage, à mes proches, à ma famille. Parce que le fait de le dire à l'oral, il y avait un côté un peu engageant. Enfin, je savais que ils allaient pas m'engueuler si je l'écrivais pas, mais par contre, ils allaient me demander des nouvelles. Et donc, du coup, j'allais être plus ou moins obligée bah, d'avoir avancé, quoi. Et puis finalement, j'ai commencé à en parler. J'ai vu qu'il y avait un peu un intérêt et de la curiosité.
Et du coup, j'ai décidé d'aller même plus loin et de créer une newsletter qui s'appelle Chapitre, où je me suis dit, bah en fait, je vais écrire un livre, mais d'abord, je vais apprendre comment on écrit un livre, parce que je sais pas par où je démarre. Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là, parce que moi, quand j'ai commencé à me renseigner, je trouvais pas forcément les éléments, j'en sais rien, des idées d'exercices, des choses à savoir. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais documenter mon parcours parce que peut-être que ça intéressera d'autres personnes en cours de route. Donc, j'ai annoncé que j'allais écrire un livre et créer une newsletter alors qu'il n'y avait pas une seule ligne et que j'avais jamais rien écrit en termes de fiction, quoi. Putain, je trouve que c'est incroyable. Et t'avais construit, t'avais déjà une communauté quand tu commences à parler de ça, ou t'as construit toute ta communauté autour de ça, justement? Non, j'avais vraiment pas de communauté. J'avais un Incroyable. compte Instagram personnel où il y avait à peu près mes amis, donc 120 personnes. J'avais Ouais. un petit peu de visibilité sur LinkedIn, mais vraiment pas énorme. J'ai jamais eu de blog, enfin non, vraiment, j'avais pas d'audience du Ouais. tout. Donc au début, bah, j'envoyais ma newsletter à globalement mes parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, enfin bon. Au début, il y avait 10 personnes. J'y passais le même temps que j'y passe pour chaque édition aujourd'hui, sauf que là, maintenant, il y a un peu plus de monde. Mais clairement, au début, c'était vraiment le cercle proche, quoi. Et d'ailleurs, Ouais. j'ai regardé l'historique. Le premier objet de mail, c'était j'écris un livre. Comme ça, c'était vraiment bon, bah ça y est, je suis engagée maintenant, je suis obligée d'avancer. Ouais. Je peux Euh, plus m'échapper. je peux plus m'échapper, les gars. Il y a Ouais. une preuve, vous avez tous un mail, donc va falloir que je délivre, quoi. Ouais. Euh, voilà. C'est hyper inspirant parce que effectivement, tu te rends redevable. Enfin, en tout cas, tu dois rendre des comptes à quelqu'un quelque part. Ouais. Alors, certains utilisent ça un peu comme procrastination active en disant, bon voilà, j'ai fait un pas aujourd'hui, j'en ai parlé. La Mm. vérité, c'est que toi, quand tu le racontes, on sent que c'était vraiment dans une démarche de, vas-y, ça me permet d'ancrer cet objectif dans ma réalité et d'aller travailler autour de ça. Et t'as partagé autre chose qui est la douloureuse vie de quelqu'un qui partage des trucs, c'est qu'au début, on les partage à personne. Ou en tout cas, à très peu de gens et à nos amis, à nos familles, tu vois. Ouais. Et c'est pas forcément évident. Et je pense que ça traduit aussi le fait que toi, tu as aimé ce processus d'écriture et de partage. Et justement, qu'est-ce qui t'a le plus drivé au début quand t'étais, du coup, quand tu t'y es mise, quand tu as commencé à partager, à te dire, bon, bah, envoyer ce premier mail, j'écris un livre. Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Puisque forcément, au début, c'est pas de voir les retours sur notre newsletter ou sur nos partages qui nous font tenir, puisqu'en fait, on n'en a pas, mais c'est normal. Ouais. Et voilà. Je suis curieux de savoir ce qui t'a drivé, voilà, si je devais résumer ma question. Ouais, alors c'est marrant parce que du coup quand j'ai parlé de ça et de cette idée de newsletter autour de moi, il se trouve qu'il y a un ami qui se posait la question de lancer une newsletter aussi. Hmm. Et du coup, on s'est un peu motivés mutuellement et donc moi j'ai lancé la mienne, il a lancé la sienne en parallèle, Hmm. qui était dans un univers qui avait rien à voir. Il faisait des portraits d'entrepreneurs, mais en fait c'était à chaque fois que je publiais, il publiait. Dès que j'avais préparé une édition, je lui faisais relire et moi je relisais la sienne. Enfin, du coup, on avançait en parallèle, alors même si c'était sur des sujets qui avaient rien à voir, c'était hyper motivant de pouvoir être à deux dans ce projet-là, quoi. Et du coup, on s'était vraiment engagé à envoyer chacun une newsletter chaque semaine. Et donc, il y avait vraiment une routine qui s'est intégrée finalement très rapidement. euh, enfin, pour moi, c'est rapidement devenu. C'était même plus une option, Hmm. c'était comme ça, quoi. Chaque semaine, il fallait que j'envoie ma newsletter et que je raconte ce que j'avais appris. Mais l'élément déclencheur, ça a été, moi, j'en parle. Finalement, quand t'en parles, tu te rends compte qu'il y a plein de gens autour de toi qui peuvent être intéressés par les sujets ou qui lancent des choses en parallèle. Et si t'en parles pas, tu peux pas le savoir. Et du coup, ça m'a permis d'échanger avec ce pote qui a aussi lancé sa newsletter. Et bah, c'était trop bien d'avancer à deux, quoi. Enfin, franchement, c'était hyper motivant. Lui, il a arrêté au bout d'un an, mais pendant un an, on s'envoyait chacun nos newsletters, on se motivait mutuellement. Enfin, c'était vraiment... franchement, c'était génial de pouvoir avancer en duo. Putain, c'est fou. Ouais, bah, je partage totalement ton avis, en fait, quand tu le dis à haute voix, en fait, tu déclenches des choses chez les gens et Ouais. ça t'automotive en retour. C'est vraiment une boucle positive. Ouais, Ouais, c'est ça fait impressionnant. souvent peur. Souvent, les gens n'osent pas parler tant qu'ils n'ont pas terminé un sujet, mais j'avoue que moi, je suis assez à l'aise avec l'idée de... En fait, souvent, quand tu parles des choses bien en amont, tu te rends compte que ça génère potentiellement des opportunités, des rencontres.
Moi, Mm. au début, du coup, on me partageait des ressources, on me disait: «Est-ce que tu as lu ce bouquin? Est-ce que» et en fait, ça, si j'en avais pas parlé, j'aurais jamais eu, toutes ces portes d'entrée-là et donc je suis assez à l'aise avec, cette idée de «construire en public» entre guillemets et d'en parler, quitte à ce que ça foire à la fin, c'est pas grave. Enfin, ce qui compte, c'est le chemin et pour le coup, je suis assez à l'aise avec cette idée-là. Mmh. Ouais. Bah, c'est effectivement, c'est une des clés aussi quand tu passes sur une démarche de construire en public, euh, d'accepter quelque part que, ouais, à la fin, ça sera peut-être pas le résultat que t'espères, quoi. Mmh Mais du mh. coup, le faire, enfin, savoir pourquoi tu le fais, quoi. C'est un peu toujours ce sujet-là. Oui. Et quand tu commences, donc, t'as déjà l'idée qui amené au livre que t'as aujourd'hui, ou finalement tu partais vraiment de, ok, en fait, j'ai envie d'écrire un livre, mais je sais pas ce que je vais raconter. Et Ouais, non, quand j'annonce ça, j'ai littéralement rien du tout. Mais j'ai putain, vraiment c'est incroyable. pas un thème, pas un personnage, pas rien du tout. Je sais juste que j'ai envie de relever ce défi d'écrire un livre. Donc vraiment, Ok. je pars de zéro complètement. Et autour de moi, personne n'a écrit de livre. Enfin, vraiment, je découvre non seulement un métier, un univers. Enfin, vraiment, je pars de zéro complètement. Et du coup, c'est aussi pour ça que mon premier constat, c'est je sais écrire, mais je sais écrire pour l'école. J'ai toujours aimé le français, Hmm. j'ai la grammaire, l'orthographe, enfin vraiment les basiques de l'écriture, mais à l'école, on n'apprend pas à inventer des histoires, on n'apprend pas à inventer des personnages, on n'apprend pas à écrire des dialogues, enfin, on n'apprend pas tout ce qui sert à écrire un livre finalement. Et donc du coup, la première étape pour moi, ça a été de me renseigner, d'apprendre en Hmm. fait à écrire vraiment de la fiction, quoi. Donc j'ai passé finalement les 3 4 premiers mois à écouter plein de podcasts, comme le tien, mais d'autres avec des exercices d'écriture, à Hmm. découvrir des parcours d'auteurs, à acheter des livres qui parlent de comment construire une histoire, notamment John Truby que tout le monde a lu, il me Ouais, semble, tout le monde, à grand m'inscrire classique, effectivement. ouais, un grand classique, à m'inscrire à des ateliers d'écriture en ligne, en vrai, enfin, en gros, j'ai exploré tous les possibles pour essayer d'apprendre et voir un peu quels étaient tous les basiques pour pouvoir ensuite me lancer. Mais vraiment, au début, j'avais rien du tout, quoi. Hmm. C'est intéressant ce que tu partages. Ça fait écho à quelque chose que, enfin, en tout cas, ce que je trouve cool, c'est que tu vois, tu es dans une démarche d'apprentissage, donc effectivement, tu vas voir ce que font les autres, mais toi, ça a été vraiment ancré dans le temps. C'est-à-dire que c'était orienté action. Et c'est toujours ça que je trouve intéressant, et c'est pour ça que j'appuie dessus, parce que je trouve que c'est hyper pertinent ce que tu partages, c'est de dire, ok, effectivement, j'ai besoin d'apprendre des choses, mais c'est dans le but d'agir et de le faire moi-même. Et ce que j'ai pu remarquer, et c'est aussi à moi, ma posture et celle que j'ai envie d'adresser aux gens, c'est que quand tu as fait une formation d'écriture, quand tu as lu un bouquin, quand tu as regardé 15 séries, 30 milliards de films et lu 70 autres livres, en fait, tu sais raconter une histoire. C'est pas une nouvelle formation, c'est pas un nouveau PDF ou une nouvelle méthode secrète qui va te donner les clés que t'as pas, tu vois. Et à un moment, il faut passer dans cette action. Ouais. Et tu vois, bon là, je sais que toi, t'es arrivé au bout. Donc quand tu me dis, voilà, je suis allé me renseigner, tu vois, là, ça serait quelqu'un qui viendrait me voir pour me dire, j'ai envie de finir mon livre. J'aurais une ampoule qui s'allume en mode, ok, là, je sens de la Mm. procrastination par la formation, tu vois. Et toi, en même temps, t'étais là, ok. Ben, en fait, je me suis concentré sur ça pendant 3 4 mois et après, je suis parti dans l'action. Et ça, je trouve que c'est vraiment la bonne démarche, tu vois. De dire, mon intention, c'est de me mettre à écrire. Et ça, trop cool. Franchement, bravo. Ouais, en Bravo. fait, effectivement, je pense que trop apprendre, ça peut être aussi bloquant. C'est un piège. Parce que ça peut être carrément un piège. Et je sais que moi, je fonctionne avec l'action. Enfin, c'est-à-dire que si j'apprends, c'est bien, mais tant que je le fais pas, moi, je saurais pas. Et donc, du coup, il y avait un mélange de à la fois m'informer et juste apprendre au sens large, et à la fois écrire, commencer à faire des exercices. Mhm. Enfin, tu vois, il y avait vraiment des trucs. C'était prends une des dernières photos sur ton iPhone et décris ce que ça Et hop, t'inspire. Tu vois. écrit. Et Ouais. vraiment des basiques. Mais moi, j'avais jamais connu ça. Et en fait, je trouve que des petits exercices comme ça, sans avoir de grandes attentes en termes de résultats, ça débloque plein de choses. Et c'est grâce à ça Mhm. que j'ai pu avancer et vraiment intégrer l'écriture dans mon quotidien. Et j'ai poussé la démarche parce que ces exercices, je les partageais dans ma newsletter
Donc en Hmm. plus, enfin, j'étais confrontée au regard des personnes qui étaient abonnées, quoi. Il y a une posture qui est assez agréable dans le sens où le message, c'est pas regardez comme j'écris bien, parce que c'est pas le cas. C'est regardez, je pars de zéro et j'apprends, et du coup, les personnes le lisent aussi de manière très bienveillante, avec des retours qui sont hyper constructifs. Donc ouais, je partageais carrément les exercices d'écriture dans la newsletter au fil de l'eau. Hmm. C'est que c'est franchement hyper précieux, hein, le partage que tu as fait. Je trouve que ça manque, tu vois. Et Mm, surtout, c'est que là, quand je t'entends en parler, ça me donne envie de la lire, tu vois, même à posteriori. Et j'ai l'impression que tu as réussi à y mettre un truc intéressant. Parce que moi, un truc, c'est un avis perso, je trouve que de manière extérieure, le processus d'écriture, il est pas non plus hyper sexy, tu vois. mm, C'est pas comme un mec qui apprendrait à faire l'équilibre sur les mains, où t'as vraiment de l'action, d'un truc, tu vois. Écrire un livre, quelque part, c'est tu poses tes fesses sur ton mm. siège et t'écris, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est pas évident de le rendre intéressant. Et je trouve que quand tu le partages, tu le rends intéressant. Donc, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Ouais, On peut bah, la lire à posteriori. Ça risque d'être un peu long parce qu'il y a eu beaucoup Ouais. d'épisodes, mais j'essayais toujours d'alterner entre à la fois un exercice d'écriture qui était pour moi Hmm. vraiment la partie pratique qui m'a permis de progresser, et aussi partager des ressources. En gros, Hmm. de me dire dans la newsletter, la personne elle a 5 6 7 sujets, il y en a peut-être 5 qui vont pas lui plaire, mais le sixième va lui plaire et elle se dira qu'elle a pas perdu de temps en ayant lu la newsletter. Donc, et oui, je suis d'accord, quand j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, je trouvais que ça paraissait un peu magique l'écriture d'un bouquin. Souvent, Ah ouais. l'auteur, t'as l'impression que tu passes de 0 à 1 et que paf, il y a eu une lumière et que c'est fait, alors que bah, c'est généralement beaucoup de travail, des années de travail, souvent des retours en arrière, des corrections. Enfin, et donc je trouvais ça cool de montrer la partie un peu acharnement, enfin vraiment le travail et le processus qu'il y a derrière tout ça, quoi. Ouais, t'as tout à fait raison parce que, en fait, même si t'as un don ou un talent inné, bah t'as quand même 50 000 mots à coucher sur le papier, quoi. Ouais. Donc ça, voilà, malheureusement, ça se fait pas les doigts de pied en éventail en regardant le ciel, quoi. Mm. Et, et ouais, donc il y a un moment, en écriture, c'est pour le coup vraiment très vrai. Le talent sans travail, c'est vraiment du vent, quoi. Ouais. Et ouais, donc c'est vrai, c'est vrai. Et donc tu te lances comme ça avec les exercices. Et ça d'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé aussi, hein, des thèmes aléatoires qui te Mm. font écrire des bêtises qui ont pas tellement grande importance pour toi, mais qui te libèrent vraiment. Euh, comment tu trouves le sujet de ton roman? Comment tu te lances dans l'écriture? Par quoi tu commences? Ouais. Ouais. C'est quoi Euh, la genèse de toute cette idée? Et ben, au bout de quelques mois, du coup, je commence à écrire des mini-fictions, des histoires, enfin, pas vraiment des histoires, mais je commence à noter des idées de thèmes, des idées de personnages, des personnes que j'ai croisées dans la rue où je me dis, tiens, il y a peut-être moyen d'en faire un personnage derrière. Et donc, j'ai un carnet avec plein de matières différentes qui part un peu dans tous les sens. Mais dans ma tête, il y a un personnage qui me reste en tête, c'est celui d'Alix, le personnage vraiment qui a initié le roman, qui est une mère trentenaire, célibataire, donc a un enfant en bas âge, à qui il arrive un gros pépin. Euh, et donc c'est pas du tout mon histoire, parce que je n'ai pas d'enfant ni rien, mais c'est, je trouve que c'est des personnes qui sont pas forcément souvent mises en avant à travers la fiction. J'ai vu l'exemple de ma mère qui était un peu dans ce profil-là, plein de personnes autour de moi, et je me dis que j'ai envie de leur faire une place et de montrer un peu ce profil-là des mamans qui arrivent à tout gérer de front malgré tout ce qui leur arrive dans la tête, et j'ai juste ça, c'est tout. Ensuite, je me dis, ben, ce serait chouette de ne pas avoir que Alix, parce que ça risque d'être potentiellement un peu dur et j'ai envie que ça soit un roman joyeux et positif. Et donc je me dis, ben, en fait, je vais ajouter la petite fille, euh, et cette petite fille, elle va raconter les choses, mais de son point de vue d'enfant. Et donc là, l'histoire, elle commence rapidement à se construire avec bah, la maman qui a ses problèmes à gérer, elle essaye de protéger la petite fille, et la petite fille, du haut de ses 7 ans, qui essaye de comprendre un peu ce qui se passe et qui enquête à sa façon. Et donc là, déjà, j'ai commencé à me lancer et c'était assez intuitif, quoi. Et ensuite, bah, c'est marrant, mais pour le coup, il y a quand même de l'intuition qui vient au fil de l'eau, mais
je trouvais qu'il manquait quelque chose, je savais pas quoi. Et en fait, un jour, j'écris une scène où elle croise un voisin qui est Nino, qui a été intégré ensuite à l'histoire et qui est un vieux retraité grincheux. Et en fait, c'est marrant, dès qu'il est apparu dans le texte, je me suis dit, ok, lui, il faut absolument que ce soit le troisième personnage clé de cette histoire. Et finalement, tout tourne autour des trois avec chacun leurs histoires qui s'entremêlent. Mais du coup, tout est parti d'Alix. Sauf qu'ensuite, je me suis attachée à la petite fille et je me suis attachée au voisin qui a été greffé à l'histoire. Et c'est marrant, mais j'ai un peu laissé Alix de côté. Puis finalement, selon les moments d'écriture, j'étais plus attachée à un personnage, en autre. Enfin, ça changeait d'un moment à l'autre, quoi. Mais tout est parti de Alix, ouais. C'est trop cool parce que effectivement tu tires un fil et c'est ça qui te fait naître après d'autres idées. Si tu t'es arrêté comme ça et que t'avais pas écrit, en fait t'aurais jamais eu l'idée de la petite fille et de Nino. Mm. Ouais c'est cool. Et du coup le livre est écrit selon les trois points de vue, c'est ça? Oui, Ou il y a trois points ouais, de vue et dans ok. chaque chapitre, c'est deux, trois pages pour chaque personnage avec chacun son point de vue. Et il y a un Ah, côté, ok. dans cette écriture-là, il y a un côté très accessible en tant qu'écrivain, parce que du coup, j'avais l'impression d'écrire des mini-histoires, de faire des mini-exercices pour chaque Hmm, personnage et chaque chapitre, plutôt que de me lancer dans un chapitre de 25 pages qui peut-être aurait pu m'impressionner. Là, le fait d'écrire des mini-scènes à chaque fois avec un début, une fin sur deux trois pages, bah, il y a un côté qui est assez dynamique et assez décomplexant, quoi. Donc c'est un hmm. format qui me convenait bien, en tout cas pour ce premier roman. Je sais pas si ça changera par la suite, mais je trouve que pour écrire, en tout cas, c'est assez agréable. Ouais, c'est vraiment la définition même de découper la montagne, quoi. C'est Exactement. ok, c'est écrire 20 pages, ça me fait peur, on va commencer par une. Voilà. Et ouais, Ouais. c'est trop bien. Ouais. Putain, j'adore, Et- j'adore. Et c'est quoi j'ai entendu du coup que c'était plutôt feel good, si je devais dire. Comment et question un peu piège, pas forcément facile, mais euh, comment tu le résumerais ton livre, enfin comment tu me le pitcherais, tu vois? Ah ouais, alors ça, je suis vraiment pas forte pour ça, Ouais, mais c'est pour ça que je préviens, je sais que c'est pas une question facile, même moi, à force, j'ai toujours du mal, donc c'est pour ça. Nos pressions. c'est c'est un livre c'est une histoire de vie, comme on peut tous en vivre, autour du coup, maman trentenaire célibataire à qui il arrive un gros pépin et qui décide de ne pas en parler à sa fille pour la protéger et ne pas l'angoisser plus Hmm. que de raison. C'est aussi l'histoire du coup de sa fille qui, du haut de ses 7 ans, détecte qu'il y a quelque chose qui se passe et elle décide de mener sa propre enquête pour comprendre et essayer d'aider sa mère, du point de vue d'un enfant, donc un peu loufoque. Et un voisin qui est un vieux retraité un peu grincheux et isolé qui voit plus grand monde et qui croit plus trop en la vie. Et donc c'est trois personnes qui se rencontrent et c'est une histoire de rencontre, de seconde chance, de résilience. Franchement, bravo, hein. C'est super bien pitché. On a les personnages clés, on a les intentions, on a les thèmes. Ouais, je trouve que le paysage, bravo, tu l'as bien dressé. Et moi, moi, tu vois, ce qui m'intrigue le plus, c'est le côté de la fille qui va mener son enquête. Ouais. Effectivement, j'y vois bien le côté un peu loufoque d'une petite fille qui enquête comme ça. Et ça m'intrigue vraiment. Tu vois, je suis vraiment curieux de découvrir ça. C'est Mm. le personnage qui pour moi était le plus difficile à écrire. Mm. Donc pour le coup, la petite fille, elle l'écrit de son point de vue via une écriture journal intime. Donc c'est un peu Ok. un extrait de son journal. Ce qui a été compliqué, c'est que autour de moi, j'ai pas d'enfant. Et donc je savais pas forcément comment parler à une enfant de 7 ans, quoi. Donc j'ai poncé les rayons livres enfants de la Fnac et autres magasins en allant lire des bouquins qui étaient destinés à cette tranche d'âge-là. J'ai écouté pas mal de podcasts avec des témoignages d'enfants de cet âge-là pour voir un peu comment ils parlaient, quelles étaient les questions qui se posaient à cet âge-là, les réflexions, leur attitude, parce que vraiment autour de moi j'en avais pas et donc c'est dur de pouvoir incarner ce message. Donc vraiment ça a été celle qui a été la plus compliquée pour moi. Mm, mm. Putain, c'est incroyable. Tu sais, j'ai eu un flashback, je sais pas si tu connais, mais les petits bateaux sur France Inter, là, où t'as des Non. enfants qui posent des Ah questions. Putain, et ça m'a fait penser à ça. C'est toujours des petits enfants et ils posent toujours des questions. T'es en mode,
Putain, mais c'est vrai, mais je me suis jamais posé la question et putain, vraiment bien joué. Ouais, Ouais, la naïveté des enfants, parfois, c'est ça, tu vois, c'est ça qui m'intrigue, je pense, du point de vue que t'as pu prendre, c'est que les enfants ont un côté très naïf et très créatif et ils imaginent tout. Et je trouve que ouais, c'est cool dans une histoire, du coup, plutôt pour adultes. Ça ouais. vient mettre aussi un peu de chaleur et d'étincelle dans nos vies d'adultes où parfois on manque de créativité quelque part. Ouais, ouais, il y a clairement Putain. un côté naïf qui permet d'avoir un angle mignon sur des sujets qui sont pas forcément évidents à aborder. Et moi, ouais, le plus dur, ça a été de trouver le juste milieu entre ce regard naïf et enfantin, et parfois les enfants, ils ont des réflexions très adultes. Enfin, Ouais. et donc vraiment de trouver ce juste milieu-là, ça a été la partie la plus difficile. Donc j'ai fait relire à des parents qui avaient des enfants à peu près autour de cet âge-là pour m'assurer que ce Mm. soit pas déconnant en termes d'écriture. Ah, c'est trop cool. C'est vrai que les enfants ont parfois cette naïveté qui leur fait poser des questions qui sont très challengeantes. Et eux, Ouais, ils y voient aucune. Enfin, c'est juste, ils se posent la question, ils voient un truc, ils se posent la question. Et parfois, ouais, tu prends des claques par des enfants, quoi, parce que tu sais, tu fais putain, ils viennent me poser une question, ça remet toute ma vie en question, tu vois. ouais. Et c'est très puissant, hein. C'est très puissant. Mmh. Ah, trop bien. Je suis tu sais, très curieux. À chaque fois, tu sais, je démarre en me disant, ah, ça va être intéressant, je vais voir. Et à chaque fois, je repars, j'allonge ma pile de livres à lire. Alors qu'en ce moment, j'en lis pas beaucoup, mais ça me fait trop plaisir. Et tu, du coup, il y a quand même un- je sais pas si c'est un paradoxe, mais en tout cas, un enjeu que tu as vécu pendant cette aventure-là, c'est que tu écrivais à la fois ton livre et à la fois la newsletter. Et comment tu faisais pour que les deux se parasitent pas, ou comment tu trouvais ton équilibre, ou voilà, comment tu te réfugiais pas aussi dans le disant non mais c'est bon, je fais la newsletter donc j'avance sur mon livre. Enfin voilà, comment tout ça s'équilibrait. Ouais, vrai sujet, surtout qu'à ce moment-là, là aujourd'hui, j'ai réduit, le rythme, mais avant, j'envoyais une newsletter tous les mardis, donc chaque semaine, donc ça faisait vraiment, pas mal de travail. Disons qu'au début, ça a été très facile d'écrire la newsletter parce que j'arrivais dans un nouvel univers où il y avait Hmm. énormément de matière. Et donc j'avais l'impression de découvrir le monde avec des tonnes de ressources à partager. Donc au final, au début, c'était très facile et il y avait vraiment une différence entre j'écris le livre, là je suis dans ma fiction, dans mes personnages, et dans la newsletter, je partage les ressources, mais ça, entre guillemets, je commençais à avoir une banque de données et pas mal d'éléments à partager. Là où ça a été plus dur, c'est au bout d'un an, un an et demi, quand j'avais déjà partagé pas mal des ressources que j'avais pu découvrir et que j'étais vraiment dans la finalisation de mon roman. Enfin, les deux en parallèle, c'était compliqué à gérer. Mais en même temps, la newsletter, ça me faisait un peu, ça me donnait l'occasion de prendre du recul sur ce qui se passait. Et ça m'a souvent aidé à débloquer des choses du coup dans l'écriture derrière. Et j'en ai Hmm. profité aussi pour partager peut-être des galères que je vivais ou des extraits du roman pour impliquer les personnes qui étaient abonnées dans l'histoire, pour leur demander des retours, des choses comme ça. Et du coup, ça m'a aussi servi de tremplin, entre guillemets, pour l'écriture. Donc Hmm. au final, ça se faisait assez bien. Et il y a un côté quand même, quand tu vois l'audience de ta newsletter grandir, ça doit être un peu la même chose pour toi avec le podcast, mais quand tu commences à avoir des retours, quand tu commences à avoir des personnes qui t'écrivent, qui te demandent des nouvelles, bah il y a un côté aussi stimulant. Enfin, tu vois, tu commences à te dire, Mhm. ok, ils ont l'air d'avoir hâte. Moi aussi, j'ai hâte en fait de le finir ce bouquin et de partager les avancées. Donc finalement, ça m'a aidé plus que rajouter des contraintes. Ouais. Mm. C'est et je partage, je suis touché parce que tu racontes parce que en fait, t'as totalement raison. C'est-à-dire que tu le fais, tu commences de toute façon toujours par le faire pour toi parce que comme tu disais au début, tu parles à personne, tu vois. Et par contre, effectivement, ça fait extrêmement chaud au cœur quand euh, tu reçois un message de quelqu'un qui te dit j'ai écouté tel épisode ou j'ai lu tel newsletter et ça m'a vraiment fait du bien et voilà. Et ouais, ça c'est un vrai moteur. C'est un vrai truc qui te pousse encore plus et qui te permet encore plus de te connecter au fait que
ouais, tu t'aimes faire ça, quoi. Et c'est paradoxal parce que si t'étais que à la recherche de ce genre de commentaires, en fait, tu te serais jamais lancé et t'aurais jamais eu la ténacité de tenir, notamment au début. Mm. Euh, et c'est tout le paradoxe quelque part du partage. Ouais. Mais ouais, je comprends que ça t'ait bien motivé. Et vas-y, pardon, t'allais Ouais, il dire? y a une autre anecdote, en fait, j'ai complètement oublié de t'en parler, mais du coup, sur les premiers mois d'écriture de cette newsletter, j'ai aussi, du coup, au passage, découvert d'autres newsletters de personnes qui avaient une démarche assez proche de la mienne sur Mhm. l'écriture. Et il se trouve que du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Alexandre Courbin, qui avait une newsletter où, pareil, il racontait les coulisses de l'écriture de son livre. Et donc, on s'est rencontrés et ça a matché évidemment immédiatement parce qu'on vivait plus ou moins la même chose. Et du Mhm. coup, on a commencé à écrire chacun notre livre en parallèle, mais en se le partageant. Et donc dans la même logique Mhm. que j'avais un pote qui avait sa newsletter et on s'aidait mutuellement, bah avec Alex, du coup, on a commencé à faire la même chose, mais pour le bouquin. Donc lui, il avait son Google Doc, moi j'avais mon Google Doc avec les accès partagés. Et il avançait sur ses chapitres, moi sur les miens, on se relisait mutuellement nos chapitres, on se faisait des retours. Et donc en fait, ce contact-là, je l'aurais jamais eu sans la newsletter. Et ça m'a aidé à aller jusqu'au bout du projet et c'était incroyable. Mhm. Euh, donc vraiment, ça a généré que des opportunités, quoi. Ouais, moi j'adore les anecdotes comme ça parce que c'est vraiment montrer que, en fait, les plus belles choses qui t'arrivent, c'est jamais prévu. Tu vois, quand Mm. tu lances ta newsletter, tu penses pas que tu vas rencontrer cet Alex et avec lequel tu vas te driver mutuellement pour Mm. avancer. Tu penses pas, tu penses, en fait, tout ça, c'est impossible de l'imaginer. Ouais. Et c'est vraiment ce truc de oser, c'est ça, tu vois. C'est genre lâcher prise sur le résultat et dire juste, vas-y, aujourd'hui, je vais faire un premier pas. Demain, pareil. Et puis on verra. Advienne que pourra et vraiment se lâcher prise. Euh, et tu vois, je serais curieux de savoir comment tu vois, c'est quoi qui t'a permis de lâcher prise? Parce que, en fait, je sais pas, je crois qu'il y a peut-être pas de réponse. Parce que moi, ça a été toute la démarche aussi beaucoup l'année dernière, tu vois, de ça. Et beaucoup sur beaucoup d'années, en fait. C'est un travail de longue haleine, tu vois, pour quelqu'un qui est très tête. Mais je me dis toujours, putain, mais est-ce qu'il y a une recette à se lâcher prise vraiment, outre le fait d'accepter un moment de se jeter dans le vide, tu vois? Mm. Et, c'est un peu une question ouverte. Je sais même pas s'il y a vraiment de question derrière tout ça, tu vois, mais je suis curieux d'avoir ton avis, du coup, plutôt, peut-être. Ouais, c'est marrant. J'ai l'impression que c'est un peu ma personnalité, que j'ai un peu toujours fonctionné comme ça. Je Hmm. pense que c'est aussi lié au fait que j'ai pas, je sais pas si c'est la bonne formation, mais j'ai pas d'ego. Enfin, en fait, je me dis, si ça marche pas, bah, au pire, c'est pas grave, j'aurais appris, mais du coup, et je Hmm. passerai à autre chose. Et donc, j'ai toujours fonctionné comme ça. En parallèle du livre, j'ai créé un projet dans le tourisme durable et j'ai dit, bon, bah, je vais construire une maison, une tiny house. Et je l'ai annoncé et j'ai raconté toutes les coulisses de cette construction et ça m'a généré plein de contextes. Enfin, en fait, je me suis rendu compte très vite que quand tu parles des choses et que t'as pas peur et que tu fonces, ça génère généralement beaucoup plus d'opportunités que ce que tu aurais pu imaginer à la base. Donc en fait, c'est super, c'est forcément positif d'une manière ou d'une autre, quoi. Et d'où ça vient, je sais pas. Peut-être que quand j'étais petite, je faisais beaucoup de compétitions. J'ai passé mon enfance à faire des compétitions et quand tu fais vraiment de la compétition, bah, t'apprends tous les jours que tu peux perdre, mais que ce qui compte, c'est le chemin, c'est d'avancer, et c'est comme ça, c'est la base, quoi. Donc je pense que ça m'est resté dans un peu tous les pans de ma vie. Ouais, j'adore. C'est vrai, putain, tu vois, j'avais jamais vraiment vu la compétition comme ça, mais t'as raison. Euh, moi, tu vois, c'est marrant. Moi, là, je te fais un partage personnel, mais je trouve que ça rebondit bien avec le sujet que t'amènes, mais j'ai jamais trop aimé la compétition parce que j'aimais pas trop ce rapport de force, tu vois, qu'il y avait entre les gens. Je voyais plus ça, je me suis toujours beaucoup plus reconnu dans les sports collectifs, par exemple, où t'es vraiment avec ton équipe et t'essaies de construire et ce que t'aimes plus que gagner, c'est le fait de faire quelque chose avec les gens, tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, là, tu viens de me faire prendre conscience qu'en fait, c'est vrai que la compétition, elle t'apprend aussi que tu perds et que c'est ok et qu'en fait, tu survis très bien. Mais Et ouais, putain, tu perds beaucoup plus que tu ouais. ne gagnes, souvent. Ben ouais, ouais, Enfin, ouais, surtout c'est les clair. premières années, et puis tu peux aussi t'entraîner pendant des mois pour un seul match et tu le perds. Et en fait, Ouais. qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu ranges pas tes équipements au placard et t'arrêtes. Ou peut-être, certains, je sais pas, mais moi, dans ces cas-là, je me disais, ok,
qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux faire mieux? Qu'est-ce que je peux apprendre pour Hmm. que la prochaine fois ça n'arrive pas? Et c'est toujours cette logique de ok, j'ai perdu quelque chose, mais du coup, je vais faire en sorte de faire mieux et d'avancer. Et je pense que quand t'es dans l'action, typiquement Hmm. là-dedans, bah tu bloques moins, tu vois. Ouais, c'est Comme ça. pour faire le parallèle avec l'écriture, quand j'ai écrit du coup ce roman-là, au bout de 6 mois, j'étais à 30 ou 40 000 mots et je visais à peu près 60, Hmm. 70. Euh, et pendant des jours, j'arrivais plus à avancer. Vraiment, j'avais un blocage. Je trouvais plus d'inspiration. Je trouvais que du coup tout était nul, que mes personnages c'était l'enfer. Enfin, vraiment, ça n'allait plus. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, là, 6 mois, j'ai pas envie de continuer, je peux pas rester bloquée comme ça, quoi. Et il se trouve qu'en fait, j'avais suivi une méthode qui me convenait pas. J'avais vu qu'il y avait pas mal d'auteurs qui détaillaient en amont de l'écriture chaque chapitre du bouquin Hmm. avec les étapes, ce qui va se passer exactement dans chaque chapitre, comment on va avancer chaque personnage, etc. Et donc j'avais fait ça. Sauf que moi, je suis pas quelqu'un de structuré comme ça. Je peux pas, en fait, ça me bloque. Donc ça a marché au début, mais très vite, je me suis dit, mais pour moi, c'est l'enfer. En fait, quand Hmm. j'écris, j'ai besoin de découvrir l'histoire comme le ferait le lecteur en lisant les pages. Et donc, en fait, ça marchait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout effacé. J'avais 30 000 mots et je me suis dit, bon, bah, ok, c'est pas grave. Enfin, si je bloque là, c'est que vraiment, c'est pas la méthode qui me convient. J'ai tout Hmm. effacé en gardant en tête l'histoire et les personnages. Et j'ai redémarré de zéro, mais sans ça. Et vraiment, ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite derrière. Donc, toujours dans cette logique de se dire, bah, si ça marche pas, ou c'est peut-être qu'il y a une autre méthode, qu'il y a peut-être autre chose qui est mieux pour toi, quoi. Hmm. C'est Ouais, il n'y a pas de méthode, il y a pas de méthode miracle, il y a pas Mm, de méthode secrète, et c'est vraiment, tu vois, c'est intéressant parce que tu as réussi à te poser des très très bonnes questions toute seule. Je pense que tu te connais bien aussi, mm, et ça a permis de réussir à te connecter à quelque chose qui te drive vraiment, tu vois. Et effectivement, si toi, c'est aussi découvrir qui te permet d'avancer, bah, le fait en fait d'avoir tout planifié, quelque part, ça t'enlève tout ce truc qui te mm. fait kiffer le processus. Et, et du coup, euh, et du coup, effectivement, ça te paralyse et après, t'es là, bah, putain, je comprends pas, pourtant cette méthode, elle marche chez les autres. Et là, c'est bon, là, tu mets le doigt dans un engrenage de confusion horrible qui après te détruit un peu de l'intérieur quelque part. Euh, Mais complètement. Et c'est, comment t'as construit, alors, tu vois, du coup, je comprends que tu avais un processus qui était très intuitif quelque part. Et comment tu t'es organisé après, plutôt, je dirais, quotidiennement ou hebdomadairement pour écrire ton livre, du coup, Mm. jusqu'au bout. Euh, Déjà, ouais, pour l'histoire, du coup, effectivement, j'avais aucune idée de ce vers quoi j'allais. Enfin, c'était vraiment à l'aveugle. Et je m'étais simplement fixé un objectif le fameux objectif de 1 000 mots par jour, que j'avais entendu Ok. littéralement partout, qui est un objectif de volume assez raisonnable, mais qui en même temps te force à avancer un peu tous les jours. Il y a des jours où j'avançais très bien et des jours où je mettais 8 heures à faire ce que la veille j'avais fait en 1 heure. Mais je me disais, tous Hmm. les jours, j'avance. Euh, Par contre, j'avais aucune idée de ce que j'allais écrire le lendemain. Donc à chaque fois, je terminais, je me disais, bon, bah ok, il est arrivé ça à Alix, qu'est-ce qui va se passer demain? Et Hmm. du coup, je découvrais à chaque fois la suite. Et moi, du coup, en parallèle, je suis freelance, donc je travaille à temps plein sur d'autres sujets que l'écriture. Et donc, généralement, ce que je faisais, c'est que j'écrivais le matin avant de démarrer ma journée. Ok. Ça a marché quelques mois. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était hyper difficile pour moi de d'écrire 2 heures le matin, de partir dans d'autres sujets pro à côté. Le soir, je me couchais avec plein d'autres choses en tête, mais pas mon histoire. Donc le matin, je mettais beaucoup plus de temps à me replonger dans l'histoire. Enfin, je sentais que c'était pas vraiment optimisé. Et donc du coup, j'ai pris un mois, le mois d'août, pour terminer le bouquin. J'avais à ce moment-là Ok. 30, 40 000 mots et je me suis dit, là, pendant un mois, tu penses que à ça. Du coup, je pensais comme mes personnages toute la journée. Le matin, je me réveillais, j'en avais rêvé la nuit. Enfin, j'étais vraiment plongée dans l'histoire et en un mois, j'ai terminé cette écriture-là.
Et au final, bon, dans un monde idéal, évidemment, si tu peux être à temps plein là-dessus, pour moi, ce serait le top. Mais après, il y a la réalité Ouais. économique derrière. Bah, c'est voilà, c'est toujours ça effectivement. Euh, il y a il y a des impératifs, tu vois. Et malheureusement, ces impératifs-là, bon, bah, on est obligé de composer avec. Donc, à un moment, t'es obligé de lâcher prise aussi sur ça et Mm. de te composer avec le temps libre que t'as. Euh, et c'est pour ça aussi que souvent, toutes ces méthodes-là, que les gens partagent, en fait, c'est irreproductible parce qu'en fait, c'est construit autour des impératifs de quelqu'un. Si t'as pas les mêmes déjà tout de suite, ça coince. Et, et après voilà, c'est vrai que le nombre de mots par jour, tu vois, Mm. euh, moi j'en deviens un petit peu pareil, un petit peu sceptique. Pas du fait que ça marche ou que ça marche pas. Je pense que ça marche très bien sur certains profils. Moi, je sais que ça me met la pression, tu vois, par exemple, si je me mets un minimum de mots, je suis concentré sur ce truc-là, et en fait, ça me fait même moins travailler que quand je me mets pas, tu vois. Parce que du coup, quand j'ai atteint le truc, je fais, ah non, c'est bon, j'ai atteint mes mots, tu vois. Et donc, quelque Ah oui. part, je range mon truc et je m'en vais, tu vois. Et, euh, et, et par contre, ce qui est intéressant quand même dans ça, c'est de se dire, en fait, à un moment, faut apprendre à se connaître aussi. Et donc, à mon sens, trouver sa routine, c'est comme toi, en fait, ce que tu as fait, c'est très itératif. C'est-à-dire que, bon, bah, on part de quelque chose, de toute façon. Donc, ok, j'ai entendu 1000 mots par jour, bah, faisons ça, et puis voyons ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Euh, Qu'est-ce que j'ai ressenti pendant ma session, etc., etc. Et c'est au regard de tous ces ressentis et tous ces feedbacks que tu te fais à toi-même, quelque part, que tu es capable de construire et de comprendre après ce qui marche avec toi. Mm. Et, et c'est hyper intéressant de voir que tu as eu un... Je trouve que tu as ouais, t'as beaucoup de recul sur ta situation et tu as réussi à te construire vraiment enfin, ton rituel, quelque part, d'écrivaine. C'est vraiment inspirant. C'est marrant, je reviens sur ce que tu disais sur la partie routine d'écriture et les 1000 mots. Euh, je comprends qu'il y a un côté bloquant. Moi, j'ai un peu le syndrome de la bonne élève. Donc, si je fais pas mes 1000 mots comme je me suis fixé, je suis pas bien, tu vois. Je me dis non, c'est nul. Donc, bon, j'avoue que ça correspond plus à mon profil. Ouais. Mais par contre, ce que j'ai trouvé vraiment bien avec ça, c'est justement, il y a des jours où t'es inspiré et il y a des jours où t'es pas inspiré, où ça vient pas du tout. Et bah, du coup, moi, je me suis forcée ces jours-là à quand même rester devant ma feuille pendant 1 heure ou alors aller marcher, revenir et ensuite écrire. Et je me suis rendu compte que bah, finalement, ça vient quand même, quoi. Plutôt Hmm. que de me dire, ah non, aujourd'hui, je suis pas inspirée, je fais autre chose, on verra demain. Je reste là-dessus et je me dis, tant pis. Je prends un bouquin d'une autre personne, je recopie une page et au bout d'un moment, je me rends compte que ça me donne une idée, ça m'inspire. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte du côté l'écriture, bah, c'est du travail. Euh, et même quand t'es pas inspiré, si tu te forces, entre guillemets, à avancer, ou si tu fais l'effort d'attendre que l'inspiration vienne, ou je faisais un exercice, ou des choses comme ça, bah finalement, ça vient quand même, même les jours où t'as l'impression que ça viendra pas, quoi. Hmm. Et donc c'est vraiment ce Exactement. côté, finalement, c'est un travail, quoi. Et en se forçant et en avançant, derrière, tu peux avoir le déclic, même quand tu pensais ne pas pouvoir l'avoir. C'est vraiment la phrase trust the process n'a jamais été aussi vraie qu'en écriture. Oui, Et effectivement, euh, c'est un processus qui est long, c'est toujours plusieurs mois. oui, Et du coup, eh ben, t'es obligé de, de ne pas compter que sur la motivation. mm, Parce que effectivement, hein, quand tu lances, bon, t'es l'effervescence. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais sur les newsletters. Hein, ça marche dans toutes les choses qui prennent du temps. mm, Euh, Au départ, t'es tout feu tout flamme, et puis à force, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est important de réussir à ancrer ça dans sa réalité aussi. oui, Et donc effectivement, le voir comme un travail est une solution. Et, euh, et ça marche très bien avec certains. Effectivement, moi aussi, c'est ça, tu vois, le fait de se mettre tous les matins et quelque part de pas réfléchir, bon bah voilà, jusqu'à 9 heures c'est ça, voilà, hop, ça marche très bien. Et ce qui est marrant, c'est qu'à contrario, il y a certaines personnes qui, le fait que ils voient ça comme un travail, c'est les blocs. ça les bloque direct. Et donc Mm, justement, tout le truc est de détricoter cet aspect travail que ça peut avoir et ouais. d'en faire un truc beaucoup plus plaisir. Mais, mais chacun ses enjeux quelque part. Et, Complètement, ouais. complètement. Mm. Après, moi, il y avait aussi un aspect sur la partie, j'avais besoin d'être plongée dans mon histoire. Et je me rendais compte que
j'étais jamais aussi efficace que quand vraiment j'avançais tous les jours et que du coup j'en rêvais et que j'y pensais. Et enfin, je me baladais dans la rue et je me disais, mais tiens, comment aurait réagi Alix? Enfin, vraiment, j'étais plongée dans mon truc. Et du coup, je savais qu'il fallait pas que je laisse retomber la dynamique. Et je me disais, si j'écris un jour et que je me sens plus inspirée, que j'attends 3 semaines pour réenclencher, puis 3 semaines, puis je savais qu'avec moi, ça allait pas marcher. Il y en a avec qui ça Hmm. fonctionne, pour un peu plus des éclairs de génie à certains moments. Moi, je savais que j'avais besoin d'être vraiment plongée dans l'histoire tous les jours pour pouvoir avancer. Sinon, j'allais l'abandonner en cours de route, je pense. Ouais. Donc, je pense que ça dépend plus, ouais, effectivement, de la manière de réfléchir Hmm. de chacun. Ouais, c'est ça. Non, mais de toute façon, c'est très, l'écriture est très intime et très personnelle. Et, ah bah tiens, d'ailleurs, ça me fait venir une question. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi en écrivant tes trois personnages? S'il y avait un truc qui t'a marqué. Hmm. C'est une bonne question. Il y a quelque chose, enfin, l'écriture m'a beaucoup aidée sur être plus ouverte au monde, dans le sens où Mhm. bon, avant je vivais une vie très très bien, mais quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus attentive à tout ce qui m'entourait. Et je me suis rendu compte que tous les soirs, finalement, je notais une phrase que j'avais entendue que je trouvais chouette, une réflexion d'une personne, une musique entendue, un décor, enfin, et en fait, ça m'a un peu éveillée sur ces sujets-là et rendue encore plus optimiste. Et même, tu vois, par exemple, des gens qui auraient pu m'énerver dans la journée, bah, ça devenait un personnage dans mon carnet et je le tournais en dérision et ça devenait quelque chose de Mhm. chouette finalement. Et donc du coup, ça m'a permis d'avoir une approche encore plus positive de mon quotidien de manière générale et à relativiser sur pas mal de choses. Donc, Mhm. euh, donc pour ça, ça m'a ouais, pas mal aidé même en perso du coup. Ah, c'est beau de voir toujours les transferts que fait l'écriture dans la vie, ouais. Mhm. Mm. Et en suivant, du coup, tu termines ton livre. Toi, tu fais le choix de l'auto-édition, du coup. Ouais. Comment t'en es arrivé à ce choix? Ouais, comment t'en es arrivé à ce choix? Ouais. Alors ça n'a pas été mon premier choix. Enfin, je me suis beaucoup posé la question. Euh, Mhm. et j'avais toujours cette question de complexe, de légitimité. Donc j'ai quand même envoyé mon bouquin à une dizaine de maisons d'édition. Plus dans cette logique, enfin je me suis vraiment dit, je tiens pas absolument à être édité. Je veux l'être uniquement si quelqu'un estime que vraiment ça vaut le coup et que c'est un bouquin coup de cœur. Et donc du Ok. coup, j'ai vraiment fait la voie pas la plus simple, c'est-à-dire que j'ai choisi les plus grosses maisons qui éditaient des bouquins comme les miens dans l'univers du feel good, donc celles qui sont évidemment les moins accessibles. Et donc j'ai envoyé mon bouquin et ensuite attendu pendant des mois des retours. J'ai eu un retour d'une grande maison d'édition qui me disait que il y avait plus de place pour des nouveaux auteurs, mais qui me faisait un retour ultra détaillé sur potentiellement des pistes pour améliorer le manuscrit. Donc franchement, vraiment Incroyable. chouette. Ouais, assez cool. Et j'ai eu un autre retour d'une autre maison enfin la personne m'a dit qu'elle avait bien aimé le bouquin et pareil, elle me suggérait deux, trois ajustements pour potentiellement rediscuter d'une publication. Une fois que j'ai reçu ce mail, je me suis dit, ok, je fais les modifications. Je les ai faites presque toutes. Parce qu'il y en a certaines où je me disais non, là ça change vraiment l'histoire, ou ça change vraiment ça, et je tiens à cet aspect-là, donc voilà. Mais j'ai intégré une bonne partie des corrections suggérées, et j'ai envoyé ensuite la V2 à cette éditrice qui m'avait répondu. Et derrière, silence radio. Finalement, quelques mois plus tard, elle m'écrit pour me dire qu'elle l'a fait lire à quelqu'un qui a adoré et qu'elle me tient au courant. Et plus de nouvelles depuis. Donc en fait, j'ai passé un peu plus d'un an à attendre. Et donc j'ai joué le jeu des maisons d'édition et de cet univers-là. Et j'avoue qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bah en fait, même si cette personne revient vers moi au bout d'un an et demi, je pense que j'ai plus envie de travailler avec cette personne parce que bah, si elle a mis tant de temps, c'est qu'elle a pas eu tant que ça un coup de cœur. Donc je me suis dit, bah écoute, on va faire tout soi-même.
Et j'ai un profil assez entrepreneur. J'aime bien l'idée de comprendre un peu tous les rouages de tout ce qui se passe derrière. Mm. Donc, j'ai trouvé ça trop bien de me dire, ok, bon ben, j'auto-édite. Du coup, ça veut dire que va falloir que je fasse la couverture, la quatrième de couve, la mise en page, la promotion, que je fasse mon ISBN, enfin, que je découvre un petit peu tout ça. Et j'aime bien l'idée de maîtriser un peu les rouages et de savoir comment ça fonctionne. Donc, au final, j'ai adoré faire l'auto-édition et je le recommande partout autour de moi parce que je trouve que c'est vraiment une belle expérience. Comment t'as... il y a un point que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce que tu partages, le moment où tu as une éditrice du coup qui te fait des retours, donc qui, d'un point de vue extérieur, a une posture un peu d'autorité quelque part, de dire moi je sais ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Ouais. Euh, Comment, quelque part, tu as le courage de dire non, il y a des retours que j'intègre pas. Mm. Bah, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Honnêtement, les retours qu'elle a fait, il y en avait trois principaux. Je les trouvais tous vraiment très pertinents. Enfin, j'étais vraiment d'accord avec ce qu'elle disait dans le sens où j'avais l'impression qu'elle pointait du doigt quelque chose que j'avais senti sans l'identifier réellement et sans savoir exactement ce que c'était. Donc, finalement, c'était assez simple, cette Ok. partie-là. Donc j'ai intégré notamment, par exemple, il y avait un retour sur June, la petite fille, où elle me disait: «Des fois, on a l'impression qu'elle a plutôt 12, 13 ans et des fois, on a l'impression qu'elle a plutôt 4, 5 ans» et c'était quelque chose où je savais que c'était Mm. justement le sujet sur lequel j'avais le plus galéré et donc j'ai repassé tous ces textes, toutes ces parties à elle pour voir comment je pouvais ajuster, où étaient les problèmes. Donc enfin, c'était vraiment cohérent et j'étais d'accord avec ce qu'elle disait sur cette partie-là. Il y a certains passages que j'ai gardés où elle avait suggéré de les modifier parce que c'était ceux d'Alix et parce que c'était le point initial du bouquin et que j'avais pas à cœur de le changer et que je trouvais qu'il faisait sens comme ça. Je l'ai simplement retravaillé pour l'améliorer, mais j'ai pas intégré exactement ce qu'elle disait. Après, son retour, il était vraiment plus dans une logique, pas tant d'une posture d'autorité, mais plus de tiens, voilà une suggestion, voilà ce que j'ai ressenti, peut-être que tu pourrais changer ça, ou, mais par exemple, dans son retour, elle me suggérait de changer l'âge de la petite pour qu'elle ait plutôt 10, 12 ans. Euh, Bah, j'ai préféré la garder à 7 ans parce que je trouvais que à 12 ans, on a beaucoup moins ce regard naïf que celui qu'on peut avoir à 7 ans et que du coup, on perdait tout l'intérêt de la petite fille dans le bouquin. Donc, j'ai simplement fait en sorte que elle ait vraiment 7 ans et qu'il n'y ait plus de doute là-dessus. Mais par contre, j'ai gardé cet âge-là, quoi. Donc, Mm. honnêtement, ça a été une période de doute, pas mal. Mais, euh, mais en même temps, j'étais assez alignée avec les retours. Donc, Mm. et en parallèle, du coup, je l'avais envoyé aux maisons d'édition, mais je l'avais aussi envoyé à d'autres bêta-lecteurs. Et il se trouve que les bêta-lecteurs, certains en tout cas, avaient fait exactement les mêmes retours que l'éditrice. Donc, Mm. vu que tout était aligné, je me disais, ok, donc c'est quand même vraiment un ressenti global, donc ça fait sens, quoi, donc allons-y. Mm. Ouais, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de croiser des retours et d'être ensuite très au clair sur les intentions qu'on a avec son livre, parce que Mm. ça te permet justement de trier ce qu'on te dit ou pas. Et Ouais. quelque part, si ton intention était, tu vois, de montrer aussi la naïveté qu'on a quand on est enfant et le regard qu'on peut porter sur ses parents à cet âge-là, Mm. et que changer l'âge retirer toute cette partie-là, bah là, il y a une espèce de dissonance qui se crée entre toi, ce que tu avais envie d'accomplir et ce que et la finalité de l'écrit. Et ça, moi, je trouve ça euh, pas évident et très courageux, tu vois, de d'avoir le courage de choisir ses intentions aussi et Mm. de pas simplement écouter les retours qu'on te dit parce que c'est les retours et quand effectivement quand je parlais de posture d'autorité c'était plus quelqu'un qui travaille dans une maison d'édition du coup qui a priori dans l'esprit s'y connaît plus mais en vérité c'est que c'est toi Diane qui a le plein la pleine connaissance de tes intentions Mm. et effectivement les retours sont toujours des suggestions jamais des ordres et jamais des injonctions. Et donc après, libre à chacun effectivement de comment les intégrer. C'est ça qui est Ouais. magnifique. Et t'as raison, souvent ça touche quand même juste et au bon endroit. Oui. Et c'est pas toujours évident d'ailleurs parce que il y a des trucs tu dis putain ouais, je m'en doutais, ça me saoule parce que je vais devoir modifier des trucs et tout, mais t'avais besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre pour en prendre vraiment pleinement conscience quoi.
Ouais. Mm. Et après, la structure de mon récit faisait que c'était pas si difficile de faire des changements, dans le sens où, du coup, dans chaque chapitre, il y a un personnage, puis le deuxième, puis le troisième, avec à chaque fois deux, trois pages. Et du coup, t'as chaque fois des mini-scènes. Et donc, en gros, Mm. j'avais identifié, notamment par exemple pour Alix, les cinq six scènes qui étaient potentiellement à changer ou à ajuster. Et en fait, j'ai juste pris celle-là, j'ai effacé, je me suis dit, ok, par quoi on remplace, quoi. Mais du coup, ça Mm. avait pas un impact sur tout le récit, je pouvais simplement changer cette partie-là sans perdre le sens pour l'histoire au global. Donc les changements étaient peut-être plus simples que dans d'autres formes de récit, je pense. Mm. Trop cool. Euh, Désolé, j'ai eu trois questions qui me sont venues dans la tête au même moment. Euh, c'est, c'est quoi le retour qui t'a peut-être le plus touché? Hmm. Euh, je pense que c'est celui de mon beau-père. Ok. Euh, donc je lui ai fait relire, pas la V1. En fait, j'ai fait d'abord lire le manuscrit à cinq six personnes pour la V1. Ensuite, j'ai fait les corrections et j'ai fait relire cette V2 à d'autres personnes. Je voulais pas que ce soit les mêmes pour voir s'il y avait des Ok. retours qui étaient similaires. Et donc, il a fait partie de la vague V2. Et c'est quelqu'un qui lit pas beaucoup, qui lit plutôt des policiers, donc pas dans mon univers, et qui est très réservé en termes de mots. Il n'est pas forcément expansif. Euh, et donc, je lui ai envoyé et ma mère me racontait ce qui se passait. Et elle m'a raconté que, en fait, il a pas dormi de la nuit, il a lu dans la foulée et il lui a pas fait de retour. Et moi, j'arrivais quelques jours après et en fait, donc il vient de me récupérer à la gare et il dit rien. Genre vraiment, il dit rien. Horrible. Et je me dis, waouh, là, je vais me liquéfier sur place. Je me dis vraiment, ça doit être un sacré navet pour qu'ils disent rien, tu vois. Genre, il sait même pas comment m'amener le truc et me dire, bon, Diane, c'est bien beau cette histoire de bouquin, mais passe à autre chose. Et genre, vraiment, je passe 20 minutes et me dire, waouh, ça va être un moment horrible. Et on arrive pour prendre le café et il me dit, c'était formidable. Et Euh, c'est tout ce qu'il m'a dit. Et franchement, il y avait pas mieux, quoi. Genre, vraiment, c'était hyper touchant. Et après, il y a eu plein d'autres retours incroyables, mais ils m'ont dit tous que ils avaient peur en le lisant. Parce que, bah, en fait, le fait d'en avoir parlé pendant 3 ans dans une newsletter, ça crée quand même une attention. Tu vois, les gens attendent. Attente, ouais. Ouais. Une attente, pardon. Ça crée une attente et du coup, forcément, les gens guettaient, mais en fait, personne savait si j'allais écrire bien ou pas, enfin, ou si ça allait leur plaire. Mm. Donc, ça crée une pression en plus, quoi. Et encore plus vis-à-vis de ma famille, parce que bah, ils se disaient, ok, je vais être obligée de le lire, et imagine vraiment, ça me plaît J'aime pas, et c'est pas. affreux. Ouais. Hyper dur de dire ça à quelqu'un. Et en l'occurrence, ils ont tous adoré. Euh, et du coup, bon, au final, ça s'est bien passé, mais je pense qu'il y a un côté stressant aussi pour l'entourage de savoir faire un retour et d'être impliqué là-dedans sans trop savoir comment prendre les choses, quoi. Donc, ouais, Mm. c'était le retour qui m'a le plus touchée, je pense. En vrai, c'est trop cool comme partage. Et je crois que c'est vrai, hein. C'est, ouais, c'est difficile de lire parce que moi, tu vois, le retour qui m'a le plus touché, c'est mon père qui m'a dit, j'ai oublié que c'était toi qui l'avais écrit. Hmm, Et ça m'a fait plaisir parce que effectivement, je trouve que c'est très compliqué pour eux, tu vois, de décorréler ce qu'ils lisent de la personne qui l'a écrit. ouais. Et parce que derrière, tu vois, ils connaissent toute ta vie, ils savent plein de choses sur toi et ils savent que t'es pas écrivain de métier, même si ça a en vérité pas vraiment de valeur et que c'est beaucoup plus ce que toi tu décides d'être qui est important. Mais voilà, il y a tout ce regard, tout ce biais qu'il y a qui fait qu'ils ont, je pense, je leur ai jamais posé la question, mais en tout cas, je l'interprète comme ça. Je pense beaucoup d'appréhension de Hmm, découvrir tout ça et de dire effectivement, et en fait, peut-être que c'est nul. Et comment je vais le dire après? Et hmm, bon, voilà, en vérité, quelqu'un qui prend le temps de lire tout un livre, si c'est vraiment nul, c'est pas possible. ouais. Voilà. Donc il y a ça aussi quand même. Euh, ouais, ouais, c'est un vrai Après challenge avoir eu ça. ces retours, c'est marrant, je me suis dit, à la fois au début, j'étais super contente, et après, je me suis dit,
Non, mais ils doivent pas être objectifs. Ouais, ils doivent me mentir, ouais. C'est trop Classique, marrant. À la fois, classique. ah, c'est trop bien. À la fois, Ouais, non, mais en vrai, c'est pas possible. Donc, ouais. je vais lire à des personnes un peu plus éloignées, mais ouais, il y a toujours cette remise en question qui fait aussi partie du process. C'est perpétuel de toute manière et c'est pour ça que c'est aussi important à ce moment-là, tu vois, je disais hein, d'être clair sur les intentions de ton livre, hein, mais aussi pourquoi c'est important pour toi. Parce qu'en fait, tu peux aussi le faire relire. Je sais pas si mon livre il est censé parler aux gens qui ont, aux hommes de 30 ans. Si c'est une femme de 50 qui le relit et qu'elle me dit que c'est nul, bon bah quelque part ça me fait une belle jambe, tu vois. Mm. Et il y a aussi tout ce contexte-là à apporter dans le retour qu'on peut te faire. Et effectivement, je conseille aussi de d'aller le faire relire par des gens qui ont un point de vue qui peut être plus objectif Mm. parce que ça te permet aussi de te libérer de ce truc-là qui vient toujours quand quelqu'un te dit que c'est bien de dire non mais peut-être qu'il me ment quoi parce Mm. qu'il m'aime bien ou parce que voilà mais après le truc c'est que c'est vrai partout tu peux dire ouais mais il me ment parce qu'il me connaît pas et de toute façon voilà il sait qu'il aura plus jamais de compte à me rendre tu vois Oui. mais donc tu peux si tu ne veux vraiment pas avoir confiance en toi tu peux vraiment te Oui, tu peux. trouver De toutes toute les façon, manières de le ta faire quoi. conclusion, tu peux aussi bien dire: «OK, il avait grave raison» ou «OK, j'arrête d'écrire, c'est fini cette Ouais carrière». c'est ça Donc exactement. suivant ton état d'esprit, c'est sûr. Exactement. Et c'est pour ça que ça devient important de savoir pourquoi tu fais les choses, tu vois. Mmh. Et pourquoi pour toi c'est important de le terminer. Parce que là, finalement, après la vie des autres, bon bah ok, c'est bien, c'est très bien, c'est nul, c'est très nul. Quelque part, moi je suis super fier de l'avoir fait. Je l'ai terminé, je peux passer à autre chose et c'est trop bien, tu vois. Mmh. Et voilà. Mais toi, du coup, ça t'a donné envie d'écrire d'autres livres. Ouais, alors du coup, bah, l'idée de tout ça, c'était de me dire que je me demandais si j'idéalisais pas, le fait d'écrire un livre, parce que Hmm. c'est un peu enfin, il y en a beaucoup qui en rêvent, mais dans la réalité, entre le rêve et vraiment l'exercice lui-même, je pense qu'il y a un monde. Heu, non, la conclusion, ça a été que j'ai adoré ça, vraiment, et que du coup, j'ai envie d'en écrire d'autres. Hem, après là, j'étais bloquée tant que j'avais pas publié le premier. Ouais, Pour moi, c'était c'est impossible d'écrire l'histoire, suivante parce que tant que le livre était pas entre les mains des lecteurs, qu'il s'était pas «approprié» entre guillemets, je me disais toujours: «Peut-être que je devrais encore faire des modifications de cette histoire et donc hmm. me replonger dedans», donc j'arrivais pas tant qu'il était pas, vraiment, en vente. Et donc je l'ai lancé enfin j'ai lancé les ventes fin novembre et depuis ça y est là, je commence à me reprojeter, sur la suite mais Trop bien. vraiment ça a été, un énorme kiff. Ça a été dur, évidemment, notamment quand j'ai tout effacé pour tout reprendre, mais j'ai adoré cette expérience et en fait, moi qui suis, freelance et entrepreneur, je passe mes journées à faire, des devis, des factures, des réunions de suivi, des mails, enfin des choses qui sont très, «business» entre guillemets. De Mhm. sortir de tout ça et d'être juste dans une histoire, avec des personnages, d'être déconnecté, hein, de la réalité, je trouvais ça trop bien. Enfin, vraiment, c'était trop bien. Et en plus, j'écris sur papier. J'écris pas sur ordi. Je peux pas écrire Ok. sur ordi, c'est impossible. Donc, il y avait aussi ce côté déconnexion des écrans, de l'ordi. Enfin, du coup, je prenais juste mon carnet, mon stylo, j'allais dans un café et j'écrivais. Et franchement, ça a été vraiment incroyable, quoi. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de me replonger dans la prochaine histoire, qui sera une histoire qui aura rien à voir avec la première. Enfin, c'est pas une suite. Mais pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que ça va être, donc on verra, dans les prochaines semaines. Putain, c'est fou en vrai. Ça, je savais pas que du coup t'écrivais sur vraiment manuscrit. Du coup, à la fin, t'as tout rebasculé sur ordinateur quand même. En fait, ce que je faisais, c'est que ce que j'écrivais la journée, je le laissais dans mon carnet et le lendemain matin, quand je démarrais, je tapais d'abord sur l'ordi ce que j'avais écrit, Ok. sur papier la veille et ensuite, je reprenais sur papier. Ah, c'est Ça me permettait de intéressant. me replonger dans l'histoire et de, entre guillemets, «déclencher l'écriture» sans avoir à réfléchir. J'avais déjà du coup retapé 1 ou 2 pages, donc mon cerveau était réactivé et ensuite j'écrivais sur papier, ouais. Putain, c'est hyper intéressant. Tu vois, je découvre un nouveau mode de fonctionnement d'écrivaine et je trouve ça trop cool. Comme quoi, vraiment, euh, c'est toujours surprenant ce que trouvent les gens pour vraiment que ça fitte à leur envie et à leur vie. Ouais. Mm. Et c'est Trop marrant, cool. je peux pas, vraiment je peux pas écrire de manière créative sur ordinateur. C'est comme Ouais. si mon cerveau s'activait pas, de la même manière et Mm. pourtant, je prends un papier, un stylo,
je réécris simplement, par exemple, une phrase entendue 2 minutes avant, et dans la foulée, il y a des idées qui me viennent, tu vois. Mais vraiment, sur l'ordinateur, ça marche pas, je peux faire ça. Et alors là, j'ai vraiment le cliché de la page blanche avec le truc qui clignote, là, en mode, allez. Et il Donc, se passe rien. Euh, ah là là. Et pour conclure, il y a une question que j'aime bien poser sur ton livre. Si tu avais une anecdote un peu insolite à raconter sur le livre ou le processus, bref, un truc que tu dirais pas forcément au premier abord, et ça serait quoi? waouh, une anecdote en plus. Hmm. Je sèche. Question pas facile. Une anecdote en plus. Ah, là, j'en ai pas qui me viennent. Euh, Attends. C'est pas forcément une anecdote, mais peut-être un retour d'expérience qui peut intéresser des personnes. C'est que c'est un premier roman, donc c'est quand même particulier. Euh, et tu découvres un peu ton écriture. Et moi, j'ai vraiment senti l'évolution dans la manière d'écrire entre la première page et la dernière page. Euh, et c'est marrant, enfin, je pense que si les personnes le lisent, le remarqueront peut-être, mais par exemple, au début, j'étais pas du tout à l'aise avec les dialogues, parce que j'en avais Ok. jamais écrit, et donc je savais pas du tout comment faire. Enfin, vraiment, à chaque fois, je me disais, on les met où ces guillemets? Comment ça se passe? Enfin, vraiment, j'étais perdue au niveau zéro. Et donc, au tout début du bouquin, il y a très peu de dialogues, et petit à petit, il y en a un peu plus, et il y a un peu plus cet aspect vivant. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un monde entre les 10 premières pages et les 10 dernières, quoi. Hmm. Ce qui, a priori, se ressent pas forcément énormément à la lecture, mais l'écriture évolue tout le temps. Et donc, il y a des moments où je me suis dit, ok, est-ce qu'il faut que je réécrive tout le début, du coup? Mais non, c'est pas le cas. Mais en tout cas, je pense que potentiellement, ça fait ça à beaucoup de personnes qui écrivent, c'est que tu te rends compte au fur et à mesure que ta manière d'écrire change, Hmm. s'affirme, évolue. Donc ça, je l'ai vraiment ressenti en écrivant ce premier roman. Mm. Hmm. Tu sais que c'est hyper, ça me fait tilt dans la tête, mais ce que tu partages, je trouve que ça rejoint vachement l'intention que tu as avec le livre. Parce Mm. que tu m'as parlé d'une maman du coup qui cache un peu la vérité à sa fille, Mm. donc un manque de dialogue qui, je suppose, s'ouvre un petit peu au fil de l'histoire, et aussi l'arrivée d'un troisième personnage qui vient du coup y mettre aussi du dialogue. Et je trouve du coup que ton partage, quelque Mm. part, il correspond bien à ce qu'est ce livre aussi et l'exploration que ça a été, tu vois. Mm. Et quelque part, tu vois, ça m'étonne pas qu'il y ait eu de nouveaux personnages, puisque ça venait aussi remettre du dialogue là où peut-être au début il y en avait pas forcément. Je Ouais. trouve ça, c'est une belle boucle bouclée. Bon, ça c'est mon analyse, tu vois, de quelqu'un d'extérieur. Peut-être que là je fais mon prof de français, tu vois, qui trouve des trucs que les auteurs ont pas pensé. Mais ça me fait toujours rire de noter ces petites choses. Mm. Merci beaucoup Diane. C'était un plaisir de découvrir ton univers. C'était un plaisir de découvrir tout ton processus autour de ton livre et de la newsletter qui l'a accompagné. Et je te souhaite plein de succès avec ce livre et avec tous les autres. Et je te laisse le mot de la fin et n'hésite pas aussi à nous dire, il est sur Amazon, je crois, c'est ça? Ouais, il est sur Amazon. Pour l'instant, exclusivement sur Amazon. On verra à terme. Mais Ouais. ouais, c'était un plaisir d'échanger et un plaisir à chaque fois de découvrir d'autres parcours d'écrivains dans ton podcast. Donc, ravie d'être de l'autre côté aujourd'hui. Et le mot de la fin, je dirais, bah, oubliez d'hésiter. En vrai, lancez-vous Ouais, tu et sais ça que, peut générer que des bonnes choses. ouais, tu sais que j'allais dire, allez, maintenant il reste plus qu'à oublier d'hésiter. Et ouais, trop belle conclusion, trop belle conclusion. Merci beaucoup Diane.